vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de la faire. C'est bel et bien la vidéo sur la chaleur résiduelle. Dans cette vidéo, je vais absolument tout vous expliquer. Qu'est-ce que la chaleur résiduelle? Comment l'utiliser? Quels sont ses intérêts? Etc. etc. En réalité, depuis que j'habite dans mon propre chez moi, j'ai décidé de faire cuire mes propres légumineuses à la maison. Donc je les achète sèches et je les fais cuire à la maison plutôt que de les acheter directement en boîte de conserve déjà cuite. Pourquoi? Parce que c'est plus économique, également parce que c'est meilleur en termes de goût, mais aussi et surtout parce que ça m'a permis réellement d'augmenter la diversité de mon alimentation. En fait, quand on regarde les légumineuses qui sont vendues, même en bio, en boîte de conserve, eh bien on tourne toujours avec les mêmes, mais si vous faites cuire vous-même vos légumineuses, alors vous avez un monde qui s'offre à vous, un nouveau monde avec plein de nouvelles légumineuses comme des haricots cornilles, des haricots coco, des pois cassés, des haricots azuki, également des lentilles jaunes par exemple, des lentilles beluga. Bref, il y a énormément de légumineuses qu'on peut découvrir de nouveau en les faisant cuire à la maison. Le problème, si j'ose dire, alors c'est pas forcément un problème pour tout le monde, mais c'est que moi j'ai simplement une cocotte classique en fait, pas une cocotte qui se ferme, pas une cocotte minute, j'ai pas de robot en fait qui permet de cuire sous pression, et de ce fait c'était quand même assez long de cuire mes légumineuses. Je mettais parfois jusqu'à 1h15 si on prend par exemple en compte les pois chiches, et je me suis quand même dit que ça faisait quand même un petit peu d'énergie que de faire cuire pendant 1h15 des pois chiches. Alors pour être honnête, ça reste quand même rentable par rapport à des protéines animales ou par rapport à des protéines qui seraient déjà cuites en boîte de conserve, mais malgré tout je trouvais ça un petit peu long et je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas des méthodes un petit peu plus intelligentes finalement pour faire cuire ces produits avec beaucoup moins d'énergie? Et en faisant mes petites recherches, mais également en réfléchissant, j'ai remarqué qu'il existait effectivement des méthodes pour réduire sa facture d'électricité et pour réduire son impact sur l'environnement en faisant cuire beaucoup moins longtemps ses légumineuses. Ce qui ressort quand même très souvent sur internet, c'est soit effectivement d'acheter une machine qui va cuire en fait sous pression, donc type cocotte minute si vous la mettez directement sur le feu. Je sais qu'il existe des sortes de cocottes minute électriques qu'on branche comme l'Instant Pot, mais en fait déjà ça prend beaucoup plus de place dans la cuisine, en plus ça coûte cher, et ensuite lorsqu'on achète ce genre de produit, il faut aussi penser au recyclage, etc. Et j'avoue que si personnellement dans ma cuisine je ne trouve pas ça essentiel, je vais avoir tendance à essayer d'éviter d'acheter ce genre de produit. Et en fait, j'ai aussi découvert la méthode de la cuisson à la marmite norvégienne. Donc c'est une méthode qui peut être vraiment très économique, dans laquelle en fait on vient envelopper la cocotte une fois que elle a été portée à ébullition, et ensuite on la laisse en fait reposer comme ça enveloppée, et de ce fait, eh bien la chaleur va permettre de continuer à cuire le plat et vous allez faire de grosses économies d'énergie. Néanmoins c'est pareil, la cocotte norvégienne ça m'embêtait parce qu'il fallait soit avoir une sorte de grosse glacière chez soi, et personnellement j'ai pas la place d'avoir une grosse glacière chez moi, soit il fallait acheter en fait une sorte de cocotte norvégienne en tissu, donc une sorte de couverture qu'on met autour de la cocotte, et ça me coûtait minimum 70-80 €. Et de ce fait j'ai encore cherché de nouvelles alternatives, et c'est là où j'ai découvert réellement la cuisson à la chaleur résiduelle, mais vraiment en version zéro achat supplémentaire de ce que vous avez déjà chez vous, et c'est ce qui m'intéressait, et c'est également ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais tout vous expliquer dans un instant en vous emmenant directement dans ma cuisine et en vous montrant précisément comment je m'y prends pour la cuisson avec la chaleur résiduelle. Sachez que je l'utilise tout particulièrement pour la cuisson de mes légumineuses, mais également pour la cuisson de toutes mes céréales et aussi pour la cuisson de mes pommes de terre. Les avantages de ce mode de cuisson, ils sont nombreux. Tout d'abord, comme dit en amont, c'est économique, à la fois économique d'un point de vue financier, mais c'est aussi écologique puisque ça permet d'économiser de l'électricité ou de l'énergie tout simplement. Ça permet également de réduire sa charge mentale au quotidien, puisque vous allez le voir, une fois que vous avez lancé le feu et que vous l'avez éteint, ensuite vous pouvez totalement oublier votre cocotte. Et ça vraiment pour moi ça a été un game changer, parce que vous voyez par exemple, j'ai une chienne, je la promène tous les jours, et avant lorsque je faisais cuire en fait mes légumineuses pendant 1h ou 1h15, il fallait vraiment que je réfléchisse à quel moment j'allais lancer la cuisson de mes légumineuses pour que ce soit pas le matin, pour que ce soit pas le soir, pour que je puisse avoir le temps de promener la chienne, mais en même temps de manger au bon moment. Je sais pas si vous voyez, mais ça me faisait des nœuds au cerveau au niveau charge mentale. Et maintenant en fait, une fois que j'ai éteint le feu, eh bien je peux totalement oublier ma cocotte, et du coup je n'ai plus aucune charge mentale, je peux partir en balade, et lorsque je reviens, eh bien tout est cuit pour le midi. C'est également avantageux puisque ça se rapproche de plus en plus d'un mode de vie slow, un mode de vie dans lequel on n'a pas besoin d'énormément de technologie pour survivre, et dans lequel du coup on peut se contenter en fait tout simplement des joies un petit peu, des choses qui se produisent déjà grâce à l'électricité, mais sans l'utiliser au maximum. Donc un petit peu dans la vibe en fait finalement du minimalisme ou du slow living, et moi ça me parle totalement, et vraiment j'adore cette méthode de cuisson.
Ça me permet également de cuire énormément de choses en batch, donc en grosse quantité, et ensuite je viens congeler une partie de ce que j'ai cuit, etc. puisque la chaleur résiduelle fonctionne d'autant mieux si vous cuisinez en grosse quantité. Voilà, je pense qu'il y aurait encore des avantages à lister. Si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je serai ravie de vous lire. Quant à moi, je vous emmène tout de suite dans ma cuisine pour vous montrer la partie pratique de comment je fais cuire mes légumineuses en 5 à maximum 10 minutes au lieu de 1h15 avant. C'est parti! Bienvenue en cuisine. Dans cette partie, je vais pouvoir vous expliquer concrètement comment je fais cuire mes produits grâce à la chaleur résiduelle. Moi, comme je vous l'ai dit en introduction, je fais cuire à la fois des légumineuses, absolument toutes sortes de légumineuses, que ce soit des haricots, des pois chiches, des lentilles, etc. On peut tout faire cuire avec la chaleur résiduelle. Également des céréales, donc ici j'ai du riz, mais on peut également faire cuire du millet, du boulgour, du quinoa, du sarrasin et encore plein d'autres céréales. Et également les pommes de terre que j'adore cuire à la chaleur résiduelle. Je trouve ça hyper pratique, elles sont toujours cuites à point et vraiment ça demande absolument presque zéro travail. Ce qui va être très important par rapport aux légumineuses et aux céréales, alors pas toutes les céréales mais certaines céréales, ça va être de les tremper. Donc pour les pois chiches ici, comme vous pouvez le voir probablement à l'écran, ils sont germés, c'est totalement facultatif. Là c'est vraiment parce que moi j'aime bien germer mes pois chiches parce que je trouve ça vraiment mieux sur la digestion. Donc avec mon copain on adore, si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment beaucoup plus confortable. Mais globalement pour les légumineuses type pois chiches, je vous conseille de les faire tremper pendant 24 à 48 heures. Moi j'avoue que 48 heures je préfère parce que je vois qu'elles gonflent vraiment pendant 48 heures. Pour faire tremper des pois chiches pendant 48 heures c'est très simple. Vous venez mettre des pois chiches secs dans votre saladier, vous recouvrez complètement d'eau et vous mettez vraiment au moins 2 fois plus d'eau que ce qu'il y a de pois chiches parce que vous allez voir les pois chiches vont vraiment boire l'eau de façon assez impressionnante. Vous couvrez et vous laissez comme ça vraiment sans rien faire sur votre plan de travail pendant au moins 24 heures. Ensuite vous allez changer l'eau et vous laissez à nouveau 24 heures. Vous pouvez changer l'eau toutes les 12 heures, moi c'est ce que j'essaye de faire, mais toutes les 24 heures c'est aussi convenable et du coup je fais comme ça. Et après si vous voulez faire germer vos légumineuses, et bien pour les pois chiches, toutes les légumineuses attention ne se germent pas. Mais pour les pois chiches, il faut vraiment les rincer pour le coup toutes les 12 heures, voire plus régulièrement, s'assurer qu'il n'y a pas du tout d'eau dans le fond du saladier et faire germer dans le noir pendant plusieurs jours, tout en du coup rinçant régulièrement comme je l'ai dit. Si vous faites des lentilles, et bien pour les lentilles vertes, je vous conseille en général, vous pouvez aller, ça peut aller de 5 heures de temps de repos à 12 heures de temps de trempage, pardon. Et pour les haricots, moi j'aime bien faire entre 12 et 24 heures. Ensuite, pour les céréales, alors moi ici j'ai du riz complet. Pour le riz complet, il faut savoir qu'il y a une petite quantité d'arsenic à l'intérieur. C'est vraiment pas problématique pour la santé et pour le corps, rassurez-vous, c'est vraiment une toute petite quantité d'arsenic, mais c'est vrai que ça peut être sympa quand même de faire en sorte que son corps n'ait pas besoin en fait de l'annuler lui-même. Et dans ce cas, il faut juste le tremper pendant 24 heures. Et si vous faites tremper votre riz complet pendant 24 heures, et bien il n'a plus du tout autant d'arsenic. Donc il revient en fait à un niveau d'arsenic similaire à du riz blanc. Et pour autant, il a un petit peu plus de fibres. Après, si vous voulez prendre du riz blanc, il n'y a aucun souci. Donc le riz blanc, vous le faites tremper simplement vraiment 10 minutes si vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais c'est vrai que c'est meilleur. Et pour du riz complet, du coup, moi je le fais tremper pendant du coup minimum 24 heures. Ça lui permet de pré-germer en fait, c'est-à-dire que le germe qui a été endormi à l'intérieur, eh bien il va se réveiller et ça rend encore une fois sa digestibilité meilleure. Donc personnellement j'adore. Et ensuite vous pouvez même le faire germer si vous voulez, moi j'ai jamais encore fait. Et pour les pommes de terre, eh bien aucun besoin de faire tremper, donc c'est super pratique. On va commencer par les pois chiches. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc tout simplement dans une cocotte, on va venir allumer le feu au maximum. Donc pour moi c'est à 3. Et ensuite je viens ajouter mes pois chiches donc qui ont été trempés et qui ont été de nouveau rincés et égouttés. Et ensuite, personnellement, pour aider vraiment à la cuisson, ce que je viens faire, c'est de mettre de l'eau tiède dans ma casserole. Donc je vais mettre du coup de ce fait une moitié d'eau froide. Voilà. Et également une moitié d'eau bouillante. Alors je vous conseille de ne pas mettre directement uniquement de l'eau bouillante dans votre casserole parce que ça a tendance en fait à faire durcir les légumineuses. Lorsqu'elles cuisent en fait elles vont continuer à cuire mais elles vont toujours rester un petit peu croquantes. Donc du coup ce que je fais c'est ça, une eau tiède vraiment à la maison. J'ai remarqué que c'était le top puisque pourquoi? Ça va permettre en fait au feu d'avoir besoin de moins d'énergie, de moins de temps pour arriver à l'ébullition par rapport à de l'eau vraiment froide. Et pour autant ça ne vient pas faire durcir les légumineuses. Vous pourriez tout simplement à ce stade saler votre eau
trop et vous arrêtez là. Mais moi personnellement j'aime bien créer une sorte de bouillon dans lequel va cuire les légumineuses et je trouve ça vraiment absolument délicieux. Donc pour ce faire, je viens mettre 2 feuilles de laurier, également 2 écorces de citron bio que j'ai conservé au congélateur. Donc quand j'ai des citrons bio et que je sais que je n'aurai pas à utiliser le zeste tout de suite, eh bien je viens avec un économe faire en fait des zestes, comme ça des longs zestes, et je les congèle. Et ensuite je les utilise pour mes bouillons. J'y mets également du thym et ensuite j'ajoute ou du sel ou du bouillon de légumes pour moi en poudre. Je vais mélanger un petit peu pour être sûr vraiment que le thym aille également en dessous de la surface, sinon il a tendance à flotter. Et ensuite je viens tout simplement couvrir ma casserole avec son couvercle. Alors moi vraiment je suis très contente parce que j'ai un couvercle qui n'a pas de trou à l'intérieur. Au début je trouvais ça vraiment nul parce que quand c'est à ébullition ça a tendance à poser problème. Mais vraiment pour la pratique de la cuisson à la chaleur résiduelle, je dois dire que c'est hyper pratique. Après si votre couvercle de casserole a un trou, c'est pas du tout gênant, mais en tout cas c'est juste important d'en avoir un. Et là, je vais laisser bouillir à feu fort. Ça fait 4 minutes que j'ai allumé mon feu sur feu fort et vous voyez avec vraiment l'eau qui est déjà un petit peu tiède, voire chaude, parce que chaude c'est pas gênant, c'est vraiment bouillant qui est gênant pour les légumineuses. Et bien j'ai déjà ma casserole qui est à bouillonnement, à gros bouillonnement. Donc en fait, une fois que ça commence à bouillir, en fait, il faut vraiment laisser pendant au moins 1 minute le feu pour que vraiment l'ébullition soit forte. Donc ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, c'est venir écumer un petit peu ici si vous voyez que vous avez vraiment de la mousse, parce que ça peut arriver avec les légumineuses. Et si j'ai besoin de le faire, j'utilise cet outil, je crois que ça s'appelle une araignée il me semble, et c'est vraiment très pratique parce qu'en fait ça me permet d'aller dans l'eau et de récupérer la mousse uniquement, et tous les petits ingrédients, s'il y en a, eh bien ils peuvent également s'échapper. Et ensuite donc j'écume et après je referme le couvercle. Maintenant, une fois que l'ébullition est forte, je viens éteindre mon feu. Donc à ce stade, vraiment, j'ai utilisé l'électricité nécessaire pour faire cuire mes pois chiches. Du coup, comme dit, on est environ à 5 minutes de cuisson, vs 1h15 en général lorsque je faisais cuire normalement mes pois chiches. Et là, on arrive à l'astuce de la cuisson résiduelle. Donc en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est qu'une fois que le feu est totalement éteint, je vais venir recouvrir ma casserole avec 2 torchons. Donc moi, j'aime bien utiliser un premier torchon qui a une matière serviette. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est encore plus efficace que les torchons qui ont simplement une matière coton classique. Donc nous, on a ça à la maison, c'est les sortes, vous savez, de sèche-main, je pense, pour la cuisine. Mais si vous avez tout simplement une serviette de salle de bain que vous voulez utiliser pour cette raison, il n'y a aucun souci, il faut juste qu'elle soit propre. Et ensuite, je viens ajouter un deuxième torchon, qui cette fois-ci est en général un torchon normal. Et j'essaye en fait de venir bien mettre un petit peu en dessous. Alors, je vais pas aller jusqu'en dessous de la casserole, évidemment, parce que le principe, c'est que mes plaques vitrocérame sont encore chaudes. Donc de toute évidence, ça va être gênant. Si je mets le torchon en contact direct avec la plaque, c'est logique, mais je viens quand même, voilà, mettre un petit peu en dessous pour faire en sorte, en fait, rien qu'au niveau de l'air chaud, que l'air chaud ne s'échappe pas trop. Et là, je viens faire ma petite cocotte norvégienne à 0 € et totalement maison. J'ai reçu un commentaire récemment me disant « Je ne ferai jamais ça, j'ai peur de brûler mes torchons ». Sachez que je n'ai eu aucun signe de brûlure sur mes torchons depuis que je fais cette technique de cuisson. Et ça fait plusieurs mois que je la réalise, donc vraiment je pense que c'est assez safe. Après voilà, vous pourrez vérifier chez vous, mais franchement, chez moi j'ai eu mes 0 soucis, même pas une odeur ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça top. Et là en fait, bah, c'est tout simple. Je dois juste oublier ces pois chiches pendant plusieurs heures. Donc l'idéal pour moi, c'est vraiment de me réveiller le matin avec mes pois chiches qui ont été trempés pendant la nuit, idéalement encore la veille si c'est des pois chiches, mais si c'est des lentilles, bon bah vous vous référez à ce que j'ai dit avant dans la vidéo. Ensuite je lance la bouilloire avec de l'eau à l'intérieur, je lance également le feu sous ma casserole, je viens ajouter mes pois chiches, j'ajoute ma partie d'eau froide, j'attends que mon eau bout, je rajoute mon eau bouillante et ensuite bah vous voyez comment ça fonctionne. Je fais cette étape en général assez tôt le matin, donc je sais pas vers 9 h, enfin quand je suis prête, et en fait ensuite je fais juste mes activités jusqu'au moment de manger. Donc en général je vais checker les pois chiches au bout de 2 heures en gros, et en général ils sont déjà cuits, mais vous pouvez attendre 3 heures, c'est l'idéal. Ensuite ce que vous allez faire au bout de 3 heures, c'est que vous allez goûter vos pois chiches. Si vos pois chiches sont tendres et qu'ils sont cuits, et bien c'est parfait, bravo, vous avez fait cuire des pois chiches grâce à la cuisson à la chaleur résiduelle en seulement 5 minutes d'utilisation de feu, c'est miraculeux. Si les pois chiches ne sont pas encore tout à fait cuits, qu'ils sont encore un petit peu croquants, légèrement, etc., et bien dans ce cas-là, vous allez relancer la cuisson pour 5 minutes supplémentaires. Donc vous rallumez le feu au maximum pendant 5 minutes, vous laissez bouillir, ensuite vous gardez encore une fois le couvercle, vous remettez, comme dit, les 2 torchons, et ensuite vous attendez à nouveau une demi-heure, 1 heure, et vous regoutez, et normalement à ce stade, vous n'aurez aucun souci, et donc peut-être que la cuisson pourrait augmenter jusqu'à 10 minutes, ce qui reste quand même extrêmement intéressant par rapport à 1h15, mais à la maison personnellement, avec les temps de trempage, etc. J'avoue qu'on a rarement besoin de plus de 5 minutes de cuisson au début. Vous pouvez également faire toutes ces étapes le soir. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez faire tremper vos pois chiches
la veille au soir. Ensuite, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous changez l'eau, vous remettez de l'eau, vous continuez à faire tremper vos pois chiches jusqu'au soir. Le soir, que ce soit en fin d'après-midi, en début de soirée ou en fin de soirée, ça n'a aucune importance. Le moment qui est le plus opportun pour vous, où vous avez un petit peu de temps en cuisine, ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes, ce sera à peu près suffisant. Et bien, vous allez faire toutes les étapes que je vous ai montrées maintenant. Et du coup, à ce stade, vous n'aurez pas du tout besoin de surveiller la cuisson, de regarder au bout de 3 heures, etc. Non, vous faites exactement ce que j'ai fait et là, vous laissez toute la nuit, sachant que le feu est éteint, il n'y a absolument aucun souci au niveau sécurité. Et là, c'est absolument merveilleux, c'est presque magique. Le lendemain matin, vous allez vous réveiller et vous allez checker vos pois chiches et ils seront cuits. Et dans ce cas-là, vous aurez absolument tout ce qu'il faut, ou pour faire votre gamelle pour le midi, pour vos enfants, pour votre mari, pour vous-même, pour votre femme, etc. Ou bien tout simplement pour les utiliser pour ce midi, faire un houmous, pourquoi pas les utiliser pour faire un curry ou un plat en sauce ou un plat avec des légumes. Bref, c'est déjà cuit. La nuit a été productive, même si vous avez dormi. On passe à la deuxième cuisson du jour, j'ai nommé les pommes de terre. Donc là, c'est très simple. Vous allez allumer le feu sous votre casserole et ensuite vous allez y mettre vos pommes de terre. Vous pouvez les éplucher ou non. Personnellement, elles sont bio, donc je ne les épluche pas. Par contre, je les lave. Et ensuite, vous allez les disposer dans votre casserole. Alors, l'idéal, si vous y arrivez, c'est de faire une seule couche dans le fond. Une fois que c'est fait, vous allez saler. Et puis, vous allez ajouter directement de l'eau bouillante. Là, pour le coup, on n'est pas sur des légumineuses, donc le fait que l'eau soit directement bouillante, c'est pas du tout gênant pour la cuisson des pommes de terre. Bien au contraire, ça va encore une fois vous faire gagner vraiment du temps et de l'énergie que de faire bouillir l'eau dans votre bouilloire. Je viens couvrir complètement les pommes de terre. Vous pouvez laisser un petit peu d'eau au-dessus des pommes de terre. L'important, c'est vraiment qu'elles soient toutes immergées. Et là, encore une fois, le couvercle est votre ami. Vous mettez le couvercle et vous attendez l'ébullition. Une fois que le bout, c'est pareil, vous attendez encore 1 minute supplémentaire pour que l'eau soit à gros bouillon. Et ensuite, vous éteignez totalement votre feu. Et à ce stade, rebelote. Vous l'avez peut-être déjà compris. Mais je vais venir ajouter un premier torchon, donc un torchon façon serviette, ce sont mes préférés. Et ensuite, je vais ajouter un second torchon, plutôt cette fois-ci en coton, au-dessus. Et je vais essayer un petit peu de fermer, entre guillemets, entre gros guillemets, hermétiquement un petit peu la chaleur qu'il y a en dessous. Et de cette façon, je fais une sorte de cocotte norvégienne gratuite. Une fois que c'est fait, j'en suis très heureuse, ou bien je vais attendre minimum 1 heure avant de vérifier la cuisson des pommes de terre, ou bien je fais ça encore une fois le soir pour le lendemain, comme ça au moins la nuit se passe et tout se cuit sans que j'aie à y penser. Moi j'avoue que j'aime bien cette option pour les pommes de terre, mais vraiment vous faites comme vous voulez et ensuite je vous montrerai le résultat lorsque tout ça sera cuit. Ensuite, on va s'attaquer à la troisième cuisson de cette vidéo, ça va être la cuisson du riz complet. Donc j'ai envie de faire du riz complet à la sauge, c'est évidemment totalement facultatif, vous pouvez faire du riz complet nature ou du riz qui soit parfumé à autre chose. Moi j'adore par exemple faire du riz au curcuma avec un petit peu d'huile de coco, ou bien du riz au cumin, ou encore du riz au paprika et à la tomate. Bref, j'ai plein de façons de faire mon riz et je trouve ça à chaque fois absolument délicieux, et ça pour ça vous avez plein d'exemples dans plein d'autres de mes vidéos, notamment des vidéos une journée dans mon assiette. D'ailleurs je pense que je vais créer des playlists sur ma chaîne, comme ça vous pourrez retrouver mes vidéos par thème beaucoup plus facilement. Bref, donc pour faire mon riz à la sauge, c'est très simple. Je viens mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond de ma casserole. Et j'y ajoute ma sauge séchée. À ce stade, mon feu est à feu fort. Je vais laisser mes épices ou mes herbes séchées comme ici un tout petit peu torréfiées pour prendre un petit peu plus de goût. Ça va être absolument délicieux, donc ça prend 30 secondes environ. Et ensuite, je viens ajouter du coup mon riz qui ici a été trempé et rincé. Lorsque c'est fait, ça crépite comme vous l'entendez puisque mon feu est au maximum en dessous. Je vais venir saler mon riz. À ce stade, ça crépite, il va falloir agir un petit peu vite. Je viens mélanger mon riz pour que toutes les épices que j'ai mis en fait viennent se mélanger tout simplement au riz. Ensuite, je viens mettre de l'eau bouillante. Je viens mettre environ 2 fois la quantité d'eau par rapport à la quantité de riz. Ça, c'est ce qui est adéquat pour qu'en fait le riz soit parfaitement cuit et que l'eau soit totalement absorbée dans le riz. Et ensuite, je viens couvrir. Donc là, il faut atteindre une ébullition, mais qui soit pas super forte. Et du coup, je vais venir éteindre le feu tout de suite. Et là, encore une fois, je vais couvrir ma casserole.
Je précise que oui, il y a des torchons ici et des torchons ici. Je vous rassure, aucun des torchons ne touchait le feu en dessous. J'ai bien vérifié. Et je vous rassure aussi sur le fait que là, je filme la vidéo. Donc forcément, il y a des torchons un peu partout. Et je veux utiliser toutes mes plaques pour vous montrer plusieurs types de choses que je peux cuire à la chaleur résiduelle. Mais d'ordinaire, c'est pas le cas, évidemment. Donc je vais venir couvrir le tout. Et là, pour le riz, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Puisqu'on est sur une céréale qui se cuit d'ordinaire assez rapidement. Alors pour info, le riz blanc en général, donc non complet, il va se cuire en général en 7 minutes je pense, quelque chose comme ça, peut-être 9 minutes, et le riz complet, lui, il peut se cuire jusqu'à en 30 minutes. Après, si vous faites tremper le riz, ça va vraiment réduire la cuisson à 20 minutes. Et du coup, en fait, ce que je fais pour le riz, c'est que pour le coup, je ne fais pas du tout la veille. La chaleur résiduelle est tellement efficace qu'elle peut trop cuire le riz. Oui, oui, je vous assure, c'est possible. Ce qu'il faut faire, c'est du coup le faire à un moment où vous êtes éveillé et vraiment compter le temps de cuisson habituel de votre riz, mais sous la chaleur résiduelle. Donc par exemple, si votre riz cuit d'ordinaire 9 minutes, et bien une fois que vous avez éteint le feu et que vous avez mis vos torchons, vous comptez 9 minutes. Au bout de 9 minutes, vous allez vérifier comment ça se passe. Et si votre riz n'est pas assez cuit, et bien vous allez augmenter le temps de cuisson de 3 minutes à chaque fois, et toutes les 3 minutes vous allez venir vérifier. Mais je vous rassure, votre riz devrait être cuit assez rapidement. Et pour le riz complet, du coup, moi ce que je fais en général, c'est que je laisse vraiment 30 minutes et au bout de 30 minutes je viens vérifier, mais vraiment j'insiste sur le fait de pas trop laisser longtemps parce que à chaque fois sinon c'est trop cuit. Donc si vous voyez que c'est suffisamment cuit, soit vous l'utilisez tout de suite, soit si vous ne l'utilisez pas tout de suite, vous venez au minima enlever la casserole sur le feu, même si le feu est éteint, enlever vraiment le couvercle et laisser un petit peu refroidir comme ça, ou au mieux vous allez égrener votre riz, donc avec une fourchette en fait vous allez faire comme si vous le grattez et ça va permettre en fait de séparer un petit peu les grains du riz, et vous allez le mettre ensuite dans un Tupperware que vous allez laisser ouvert à refroidir le temps nécessaire, et ensuite vous pourrez le refermer et le mettre au frigo pour vos utilisations ultérieures. Ça y est, mon riz est cuit. Très clairement, il est un petit peu trop cuit. Je m'en veux parce que j'ai envie de dire, faites ce que je dis et pas ce que je fais, parce que j'ai attendu 50 minutes alors que très clairement, il fallait attendre 30 minutes comme je l'avais dit. Donc voilà, au moins ça prouve que les 30 minutes, c'est une bonne indication. J'étais en train de regarder mes petites vidéos sur YouTube. En tous les cas, l'important, c'est que ça a cuit et on va pouvoir le manger directement au repas. Donc encore une fois, vraiment, venez checker au bout de 30 minutes si c'est du riz complet et au bout de 10 minutes, 10-15 minutes max si c'est du riz blanc, et vous aurez du riz, regardez, parfaitement cuit. En tous les cas, l'avantage c'est que vous pouvez voir que la chaleur résiduelle est vraiment efficace et qu'on n'a absolument pas du riz sous-cuit. Bien au contraire, il va être absolument délicieux avec la sauge et tout, ça va être juste trop bon. D'habitude, les pommes de terre, je les laisse vraiment cuire pendant la nuit, mais là, ça fait à peu près 1h30 et j'ai envie de vérifier du coup si elles sont effectivement bien cuites. En tous les cas, elles sont encore hyper chaudes. D'ailleurs, la casserole est presque bouillante, j'ai envie de dire, ce qui est incroyable après autant de temps. Et du coup, si elle n'est pas cuite au maximum, eh bien, je pourrais toujours les laisser, mais je pense qu'elles sont déjà largement cuites. Je me permets de les tenir avec mon petit essuie-tout fait main zéro déchet parce que très clairement, elles sont trop chaudes. Et voilà, on peut voir à l'intérieur qu'elle est parfaitement cuite. C'est hyper cuit, hyper tendre, c'est vraiment parfait. En plus, elle est juste trop bonne, elle est trop fondante, j'adore. On est 2 heures après, ça y est, mes pois chiches, je le pense, sont cuits. En tous les cas, on va vérifier ensemble. Et comme pour les pommes de terre, le couvercle est encore ultra chaud. Et d'ailleurs, pareil, la casserole, je peux à peine la toucher comme ça. Elle est encore vraiment, mais ça brûle quoi, c'est bouillant. Alors l'aspect marécageux de mon bouillon, c'est gratuit, j'ai envie de dire. C'est l'aspect avec le thym, je pense. Donc on a les pois chiches qui ressemblent à ça. Je vais en goûter un pour voir s'il est cuit. Je pense qu'ils sont déjà cuits, donc comme je vous l'ai dit, c'est au bout de 2 heures. Voilà, si je les écrase très clairement, je vois qu'ils s'écrasent très bien. Je viens d'en goûter un, c'est absolument parfaitement cuit. C'est bien fondant, crémeux, c'est juste hyper bon. Trop contente de pouvoir vous montrer comment cuire des pois chiches en 5 minutes de cuisson. Vraiment là, mais ils sont juste trop bien cuits, ils sont trop bons. Et comme dit, si vous souhaitez les laisser pour la nuit, c'est vraiment parfait également, mais au bout de 2 heures du coup pour moi à la maison c'est cuit assez parfaitement. Et ensuite si vraiment de votre côté ce n'est pas cuit, comme dit, vous remettez 5 minutes de cuisson, ou en tous les cas jusqu'à ce que ça bout à nouveau, puis vous rééteignez. Évidemment lorsque vous faites rebouillir à nouveau, vous enlevez les torchons, vous les remettez lorsque vous rééteignez, et puis c'est tout simple, vous relaissez un petit peu reposer et normalement ils seront parfaitement cuits, et ça fera 10 minutes de cuisson au lieu de 5, mais dans tous les cas c'est très économique.
Je tiens à dire que je fais toutes mes cuissons sur des plaques vitrocérame. C'est des plaques en fait qui vont quand même perdre pas mal de chaleur une fois qu'on a éteint la plaque. Autrement dit, eh bien il y a encore de la chaleur qui s'en dégage et surtout ça maintient bien la chaleur globalement. Donc c'est vraiment assez idéal pour faire ce genre de cuisson. Il y a également les plaques qui sont par exemple un peu en céramique, je crois. Vous savez, les plaques qui sont vraiment pas chères du tout et qui sont un petit peu surélevées comme ça. Je crois que ce sont des plaques en céramique. Celles-là, elles sont parfaitement idéales également puisqu'elles mettent vraiment longtemps à chauffer et qu'une fois qu'elles sont chaudes, eh bien elles restent chaudes très longtemps également. Donc je pense qu'avec ces plaques-là, la chaleur résiduelle sera encore plus efficace qu'avec des plaques vitrocérame. Et ensuite, on a également les plaques au gaz, donc avec des flammes, et les plaques qui sont les plaques à induction. Alors je n'ai jamais essayé la cuisson avec la chaleur résiduelle, avec des plaques avec des flammes et avec des plaques à induction. Je ne sais pas à quel point c'est efficace ou non. Ce que je sais, c'est que certes, dans ma méthode de cuisson à la chaleur résiduelle, le fait que les plaques restent un petit peu chaudes pendant quelques minutes après avoir éteint le feu, c'est chouette, mais je pense que vraiment la majorité de l'efficacité de la chaleur résiduelle est due au fait qu'on est vraiment avec une cocotte qui a de l'eau qui est bouillante à l'intérieur, avec des produits à l'intérieur, avec un couvercle et également qui soit un petit peu emballé entre guillemets avec ces deux couches de tissu. Je pense que c'est surtout ça qui est efficace plus que les plaques en dessous. Donc si la question c'est est-ce que c'est possible de faire de la chaleur résiduelle sur les plaques à induction ou sur les plaques à gaz, ma réponse est oui. Maintenant ma réponse est oui, mais je n'ai pas essayé donc je ne peux pas dire à 100% et je pense également que les temps d'attente peuvent être également plus longs puisque forcément ce sera un petit peu moins chaud et de ce fait il faudra peut-être potentiellement ne pas attendre 30 minutes pour son riz complet mais plutôt 40 minutes ou bien pas 10 minutes pour du riz pas complet mais plutôt 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire, pareil avec les pois chiches. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment très efficace de se tester sur en fait tout simplement une nuit, en tous les cas de le faire la soirée et d'attendre toute la nuit, de dormir normalement et le matin de venir vérifier en fait comment c'est. Je pense que ça peut être assez efficace de le faire de cette façon. Pensez dans ce cas-là à vraiment bien emballer votre cocotte. Par exemple, si votre feu est tout simplement éteint, eh bien n'hésitez pas vraiment à mettre votre torchon en fait un petit peu en dessous. Peut-être pas tout de suite parce que je pense que ça reste quand même chaud, hein, même si ça reste pas chaud très longtemps. Je pense un petit peu que la partie des plaques qui est en contact avec la casserole doit être encore chaud puisqu'elle vient d'être en contact avec du feu. Ça me paraît logique. Et pour l'induction, bah je ne sais pas trop comment ça se passe précisément. Je pense que peut-être potentiellement vous pouvez mettre directement le torchon mais vraiment bien en dessous. L'important c'est que ce soit un petit peu scellé, vous voyez, et si vous devez utiliser un troisième torchon, j'ai envie de dire ça vous coûte 0 € de plus, donc n'hésitez pas à mettre un troisième torchon si ça permet de garder encore mieux la chaleur. Maintenant, si vous essayez à la maison et que ça fonctionne mal, que vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait de cette méthode, eh bien n'hésitez pas tout simplement à vous informer sur internet sur la méthode de cuisson avec la cocotte norvégienne et vous pouvez faire une cocotte norvégienne à la maison gratuitement si vous récupérez chez vos parents, que vous avez déjà chez vous dans votre cave ou chez des voisins qui n'en veulent plus ou ce genre de choses. Si vous récupérez une espèce de grosse glacière, vous savez celles qui se portent vraiment et qui sont en plastique à l'extérieur, eh bien regardez sur internet comment faire une cocotte norvégienne grâce à une glacière et vous pourrez être parfaitement étonné par l'efficacité de cette méthode. C'est vrai que moi, ma méthode, elle diffère un petit peu de la méthode de la cocotte norvégienne, mais encore une fois, il est tout à fait possible de faire la méthode de la cocotte norvégienne. C'est également une méthode de chaleur résiduelle et ça peut être totalement gratuit si vous vous débrouillez bien avec de la récup. En tous les cas, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. À la maison, ça a complètement révolutionné ma façon de cuire les aliments. Si j'ai la question, j'aurais peut-être la question pour les plats un petit peu en sauce, à base de légumes, de tomates, etc. Sachez que c'est possible de cuire avec la chaleur résiduelle des plats de ce type, qui vont être par exemple des plats uniquement de légumes. Mais personnellement, je trouve vraiment que c'est pas super efficace. En tous les cas, je trouve que vraiment en termes de goût, si vous faites mijoter quelque chose, eh bien je trouve que c'est moins bon. En revanche, pour les cuissons simples, c'est-à-dire avec des légumineuses à l'eau ou dans un bouillon, avec des céréales ou avec des pommes de terre, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avantage en fait à garder la cuisson allumée. Bien au contraire, il y a beaucoup de désavantages par rapport à tous les avantages de ce que je viens de vous présenter. Mais c'est vrai que pour des cuissons qui peuvent être un petit peu, vous voyez, je sais pas, des légumes qui vont être vraiment fondants, un peu semi-confits, presque caramélisés, etc. Je trouve personnellement que c'est vraiment moins bon lorsque on vient utiliser la chaleur résiduelle. Après, vous pouvez tout à fait faire des pré-cuissons grâce à la chaleur résiduelle et ensuite faire vos cuissons normalement. Donc c'est le cas notamment pour les légumineuses par exemple, comme je vous l'ai dit. Moi je fais ma cuisson de légumineuses et après si j'ai envie de faire un plat
qui contient à l'intérieur des pois chiches, et bien je sais que mes pois chiches sont déjà cuits, donc c'est le même stade que si j'avais des pois chiches en conserve par exemple, sauf que c'est bien meilleur et plus économique. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions sur cette méthode de cuisson alternative vraiment slow qui permet de faire des économies sur plein d'aspects, ce que je trouve absolument génial. Je suis trop heureuse d'avoir trouvé cette méthode de cuisson. Je l'ai trouvée moi-même, je tiens à le dire, en faisant un petit peu des mélanges avec ce qui existait déjà et ce que je pouvais m'imaginer être de bien avec aussi ce que j'avais chez moi directement pour ne pas avoir à dépenser de l'argent à nouveau. Parce que autant vous le dire, à un moment vraiment j'étais prête à acheter une cocotte norvégienne en fait qui se met autour et qui coûte à peu près 80 balles, et franchement je suis trop contente de ne pas avoir investi. Bien évidemment, comme d'habitude, je reste totalement disponible en commentaire, donc si tu as des questions à poser, n'hésite pas à les poser, comme ça je pourrai y répondre si j'ai la réponse. Si tu as des précisions sur la cuisson avec des plaques à induction ou des plaques à gaz à apporter en commentaire, et bien n'hésite surtout pas également, ça pourra aider d'autres personnes qui nous lisent. Et surtout, comme d'habitude, cette vidéo m'a pris des heures à réaliser, je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais je ne gagne pas du tout ma vie avec YouTube, et de ce fait, je vous demande s'il vous plaît de mettre un petit pouce en l'air, ça vous prend 0,5 secondes, et également de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un commentaire, même un petit cœur ou un petit merci tout simple, et bien ça compte déjà pour l'algorithme. En tous les cas, j'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, ce sera mercredi ou samedi prochain à 17h30 puisque 2 vidéos sortent toutes les semaines. Je vous fais de gros bisous d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous, de faire plein de cuissons à la chaleur résiduelle, et je vous dis à très bientôt.